Je vous souhaite à tous la bienvenue. Vous avez remarqué qu'on a déménagé parce qu'en fait c'est juste une histoire de PowerPoint et de problèmes de technique. Normalement le PowerPoint marche là-bas et exceptionnellement, juste aujourd'hui, il ne marchait pas. Donc ça se fait que du coup à l'impro on s'est débrouillé pour que je puisse passer le PowerPoint parce que je trouve que c'est mieux que vous ayez les images à l'appui des profils que je vais présenter. Voilà, donc ce soir, la conférence débat que je vous propose, elle est autour de mon livre, de la présentation du livre que je viens de publier, qui s'appelle voilà, « Quels amoureux êtes-vous? 5 profils psychologiques pour aimer être aimé ». Et donc ça, c'est je suis vraiment heureuse de vous le présenter, parce que c'est vraiment le fruit de mon travail que j'ai consacré depuis presque un an sur cette histoire de profil amoureux, de profil psychologique qui aide pour moi, qui est un outil vraiment intéressant et important pour mieux cerner qui on est, déjà soi-même, mieux se connaître, et puis mieux cerner l'élu de notre cœur, ou le futur élu, ou la future élue de notre cœur, si on n'en a pas un déjà. En tout cas, mieux voir qui est la personne qui est en face de nous, et puis une fois qu'on sait mieux dans quel profil on est et dans quel profil est l'autre, à ce moment-là, on peut apprendre à communiquer, à relationner d'une manière plus aisée, plus fluide, plus compatible, voilà, plus tranquille aussi, plus détendue. Et je trouvais que c'était vraiment important pour moi de transmettre des outils pour mieux relationner, pour mieux s'aimer, pour mieux apprendre à s'aimer soi et mieux apprendre à aimer l'autre aussi. Et ça me paraissait important de le consacrer dans un livre. Alors, ceux qui ont l'habitude de suivre mon travail, donc je m'appelle Véronique Cohn, je suis psychologue à Castelnau-le-Lez, vous avez certainement eu l'occasion de regarder mes conférences probablement déjà sur ma chaîne YouTube. Et je le dis parce que j'ai déjà eu l'occasion de présenter les profils amoureux. J'en ai présenté 4 pour l'instant. Il m'en manque un que je vais faire la prochaine fois qui s'appelle le planqué de l'amour. Mais les 4 apparaissent dans des vidéos dans des conférences que j'ai présentées. Donc il y a les 5 profils amoureux que je présente aujourd'hui. Le frileux, je les ai appelés, en fait c'est moi qui les ai nommés comme ça. En réalité, ils appartiennent à une grille qui existe depuis des lustres, qui est la grille de Wilhelm Reich, qui est le grand-père des thérapies, des somatothérapies. Voilà. Donc c'est pas récent, et ces 5 structures existent en psychopathologie. Elles existent aussi de manière vulgarisée, notamment les 5 blessures dont on parle beaucoup de Louise Bourbon, etc. Donc ça, c'est, je reprends cette grille qui existe déjà depuis longtemps. Donc les 5 titres, appellations que j'ai utilisées, c'était un peu aussi pour m'amuser, pour donner un clin d'œil, et je trouvais que c'était assez frappant de les appeler comme ça. Donc je les ai appelés le frileux. Donc dans les 5 profils, je les passerai les uns derrière les autres. Le frileux, l'altruiste, je l'ai appelé l'altruiste. Ensuite, j'ai nommé un autre profil, l'alpha, ou le dominant. Le planqué de l'amour, que je n'ai pas encore donné, que je donnerai la prochaine fois, et le clivé de l'amour. Voilà, donc le clivé, je l'ai donné aussi cette conférence. L'idée de ce soir, c'est pas de recommencer à vous parler des 5 profils de manière aussi précise que je l'ai pu faire auparavant. C'est plutôt de vous présenter l'intérêt d'avoir ça en tête de manière condensée, puis l'intérêt aussi de voir que ces 5 profils, quand vous les connaissez par cœur, quand vous les avez vraiment en tête, ça vous permet de vous situer vous, de situer l'autre, et vraiment de communiquer de manière plus fluide, quoi. Et ça me paraissait vraiment important de le remettre au goût du jour dans une conférence synthétisée, ce que je vais faire ce soir, autour du bouquin, parce que le livre que j'ai publié fait la synthèse des 5 profils. Et juste pour dire que ça n'a rien à voir avec les vidéos ou les conférences que j'ai données, parce qu'ici vous avez toute la matière que j'ai élaborée pendant quelques mois, avec l'aide, d'ailleurs c'était une aventure ce bouquin merveilleuse, parce que ça a été, j'ai travaillé avec une journaliste qui a retravaillé la forme, et puis une illustratrice. Donc ce livre est un livre vraiment grand public, c'est fait exprès, c'est un livre de vulgarisation qui s'adapte vraiment à monsieur et madame tout le monde, qui a envie de
de faire un peu de la psychologie. Certains, il y a quelqu'un, un commentaire, c'est de la psychologie pour les nuls. Ben, c'est vrai. L'idée, c'est vraiment que ce soit accessible et que vous puissiez avoir des notions un peu de psycho, mais qui soient accessibles, même si c'est un peu pointu parfois. Moi, j'évite de jargonner et d'utiliser des notions et des concepts parfois un peu pointus, un peu précis, et de les rendre accessibles au grand public. Voilà, ça c'est mon idée, mon intention. C'est pour ça que dans ce livre, il est fait pour ça. Il est vraiment rendu public, grand public, et il est imagé, et je reprends ces 5 profils en mettant toute la matière. C'est plus approfondi que dans les conférences, c'est plus structuré surtout, plus organisé. Et puis vous avez aussi les pistes, hein. Comment, on le verra ici un peu aussi, hein. Je vous les présenterai rapidement mais vraiment succinctement, les pistes pour se gérer quand on est dans le profil, les pistes pour gérer la personne que vous reconnaissez dans le profil, et puis les compatibilités aussi que j'ai mis dans le livre, qui est compatible avec qui, quand vous êtes inclivé avec un altruiste, est-ce que ça match, est-ce que ça matche pas, qu'est-ce que ça va donner, enfin voilà. Donc il y a aussi cette notion dont je n'avais pas parlé dans les conférences, sur cette histoire de comment on relationne avec quelqu'un qui est différent, à savoir qu'en général on s'attire dans la différence, hein. C'est rare qu'on s'attire dans la complémentarité, hein, dans la similitude. Parce que justement on a besoin de son complémentaire, on s'attire et on se repousse en même temps. À la fois, vous avez remarqué hein, que dans les relations amoureuses, comme par hasard, vous êtes attiré par des personnes à l'opposé souvent de vous, mais complémentaires. Et cette complémentarité, dans un premier temps, c'est attractif, et puis après il va y avoir toute la désillusion des différences. C'est-à-dire le travail de l'acceptation des différences. Et ça, c'est toujours compliqué. Voilà. Et en même temps, c'est complémentaire. Mais tellement différent que parfois vous vous regardez en chien de faïence en disant « Mais comment j'ai fait pour me mettre avec quelqu'un d'aussi différent de moi ?» quoi. J'enlève ça parce qu'il fait très chaud dans cette salle. Et on a la clim et tout, mais oui. Oui, bah, j'ai chaud, hein, je suis désolée. On est nombreux, donc... En tout cas, merci d'être venus si nombreux là-dessus. Voilà, quel amoureux êtes-vous? Voilà, donc il m'avait vraiment semblé important, juste pour dire en introduction, de s'amuser à regarder, tiens, voilà, quel est mon profil psychologique en termes de relations amoureuses. Les autres auteurs qui ont travaillé sur cette grille de lecture de Wilhelm Reich l'ont utilisé à d'autres escients. Hein. Ça a été pas mal utilisé en psychopathologie. On va retrouver dans les profils les structures en psychopathologie. Donc c'est beaucoup plus sérieux normalement. C'est à l'usage de thérapeutes, voilà. Ou dans les blessures de l'amour. Dans les blessures, on n'a pas travaillé vraiment sur l'accent sur la relation amoureuse. Moi, je voulais vraiment mettre l'accent, parce que je me suis spécialisée sur la relation amoureuse. Et ça m'amusait de faire un travail et de vous le transmettre sur les profils amoureux. Voilà, et j'en ai donc défini les 5 profils amoureux et je vais vous les présenter maintenant de manière à ce que vous puissiez soit vous repérer, soit repérer votre partenaire. Voilà, ça c'est amusant. En même temps que je vais définir les profils, ce que vous pouvez faire dans votre tête, c'est de visualiser vous, dans quel profil vous appartenez. Et puis de repérer, de visualiser aussi la personne avec qui vous relationnez ou les personnes ou les proches que vous aimez, dans quel profil elles appartiennent. Voilà. À savoir, quand même, je mets un bémol, parce que on n'est pas forcément que dans un profil pur. Hein. Mais oui. Alors pas au moins, c'est pas une histoire d'au moins, c'est plutôt que ce que je vais vous expliquer aussi en introduction, et je l'ai dit dans le livre, c'est qu'en fait, les profils, on appartient à une catégorie parce que c'est un mode de survie. Parce que c'est notre manière de nous être adaptés quand on était enfant par rapport à des traumatismes. Donc en fait, on a utilisé des stratégies de survie qui font qu'on rentre dans un profil. Voilà, c'est nos conditionnements en fait. Hein. Du coup, on ne fait pas exprès d'être dans un profil et on peut avoir des traits, et souvent on peut avoir des traits d'un profil, et notamment vous allez voir que vous pouvez avoir des traits du premier profil qui s'appelle le frileux, et en général quand vous êtes un frileux, vous avez ceux d'après. Hein, parce que c'est la configuration la plus existentielle, la plus douloureuse, donc en général quand on a de ça, on a après du reste.
Voilà. Donc vous pouvez avoir des traits en général dominants dans un profil, et puis quelques appartenances, quelques traits dans d'autres profils. C'est rare, mais ça peut apparaître qu'on a tout, qu'on a tous les profils, mais c'est plutôt rare. En général, on a plutôt un gros marquant et quelques traits à côté. Voilà. Mais ce qu'il faut éviter aussi, quand je suis en même temps que je suis en train de parler, je suis en train de me dire, mais il ne faut pas qu'ils arrivent à caser des gens comme ça, dans des catégories, parce que ce que je dis toujours dans tous les cours que je donne, c'est qu'on est beaucoup plus qu'une case. Donc l'idée n'est... Bon, c'est mignon de classifier, c'est sympa de classifier, c'est aidant, mais sachez qu'on est de toute façon beaucoup plus unique et plus large qu'une case. Hein, l'humain est plus riche et plus unique. Donc amusez-vous à classifier tout en ayant ça en conscience. Alors, ça c'est important. Parce que après vous pouvez sortir de là en disant à votre chérie, oui mais toi t'es inclivé. Alors j'ai vu ça hein, chez mes patients qui se sont amusés à lire mon livre. Ils sortent de là où ils lisent le bouquin et puis ou la vidéo, puis ils disent ah ouais mais toi t'es inclivé, donc voilà t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ci, t'es comme ça, donc tu devrais, alors, avec tas de reproches, au rendez-vous. Mais évidemment, si c'est vrai et que la personne se reconnaît dans cette catégorie, elle ne va pas du tout apprécier de se retrouver classifiée, définie, jugée et étiquetée. Donc il faut faire très attention à toutes ces classifications, parce qu'à la fois ce sont des informations qui sont bonnes pour vous, pour améliorer la relation et pour vous améliorer dans le sens de mieux se gérer soi-même, mais ce n'est pas fait pour blâmer, accuser, étiqueter quelqu'un. Hein. Donc voilà, non, en tout cas ne l'utilisez pas dans ce sens-là. Gardez plutôt les infos pour vous quand vous repérez la personne dans le profil, et ça vous donne des indications sur ses manières de se comporter, ses peurs, ses inhibitions, ses attractions, ses répulsions, voilà, c'est les messages qui vont passer, enfin tout son formatage en fait. C'est comme si vous aviez de manière tout à fait prévisible l'explication de ses conduites, de ses comportements, et puis quand elle va dysfonctionner, là où ça va aller, on peut le prévoir, et on peut voir aussi les conduites dangereuses, et là où elle risque, en histoire d'amour, là où elle risque d'achoper, là où ça risque d'être difficile pour elle, et c'est pour ça que j'ai donné des pistes de comment aider une personne dans son profil à alléger un peu son système. Parce que sinon elle reste coincée dans le profil, elle ne peut pas faire mieux que de se comporter en fonction de son profil. Et déjà ça, quand je le dis en introduction, ça c'est une des choses essentielles, un des messages essentiels que je veux faire passer, c'est que quand vous reconnaissez que vous êtes dans un profil ou que l'autre est dans un profil, ben c'est important de s'accueillir avec tendresse là-dedans. C'est-à-dire de voir qu'on ne fait pas exprès d'être là-dedans, c'est pas une faute, c'est pas un choix, c'est un mode de stratégie qui a été utilisé pour survivre à une époque antérieure quand on était enfant, on ne fait pas exprès. Donc quand on comprend vraiment, mais vraiment de manière essentielle, hein, qu'on ne fait pas exprès d'être comme ça, on n'en veut pas, on s'en veut pas à soi et on n'en veut pas à l'autre. Déjà ça aide énormément de se distancier quelque part et de dire ok, il est encore dans ses retors, ça me heurte peut-être, ou dans ses mécanismes de défense, mais il ne peut pas faire autrement que d'être comme ça. Donc je vais arrêter de lui en vouloir ou d'exiger qu'il change, parce qu'à un moment donné on se rend compte qu'on ne peut pas changer. On a des moyens pour changer, mais jusqu'à un certain point. Vous pouvez influencer votre partenaire jusqu'à un certain point. Quand l'autre est vraiment dans ses retranchements, parce que d'un coup il y a une réactivation d'une blessure, il est bloqué dedans. Et il ne peut pas faire mieux que ça. Voilà. Et vous êtes aussi en général bloqué dans votre configuration, dans votre disque dur, et ça bloque des deux côtés. Voilà. C'est pour ça que c'est important des fois de faire de la thérapie de couple ou sur soi, pour voir comment on peut débloquer toutes ces histoires de conditionnement et de profil. Voilà. Alors, le premier profil, qui est le frileux de l'amour. Donc le frileux de l'amour, juste assez succinctement, hein, donc là je ne développe pas pendant 1 heure chaque profil, hein, je l'ai déjà fait, puis de toute façon vous avez tout en détail dans le bouquin, mais succinctement, la problématique est à la honte, hein, à la honte d'exister. En analyse transactionnelle, on dit « il a reçu le message n'existe pas ». Ben tu le retrouveras, c'est sur YouTube. Bon, de toute façon, le PowerPoint, si vous me demandez, je vous le confierai par mail. Hein.
Voilà, si vous êtes sympa. Voilà, donc la honte d'exister, c'est l'impression de ne pas avoir le droit à l'existence. Donc c'est une structure qui est appelée en psychopathologie le schizoïde, c'est-à-dire la personne, elle est coupée de ses émotions et de ses sentiments parce qu'elle n'a pas le droit d'exister vraiment. Elle n'a pas encore atterri dans son corps, donc elle est coupée de ses émotions, de ses ressentis, de ses sensations, et elle a le sentiment profond de ne pas appartenir à l'espèce humaine. Donc d'être toujours un peu exclue, toujours un peu à côté, toujours un peu dans sa bulle. Souvent, ce sont des personnes qui peuvent avoir une préférence pour les animaux ou les minéraux ou je ne sais pas quoi, enfin d'autres espèces que l'espèce humaine. Parce que la difficulté est de se connecter soi. Et donc, si je ne peux pas me connecter au vivant, en moi, j'ai du mal à me connecter au vivant avec les autres. Hein. Donc ça, c'est compliqué pour eux. Donc la relation va être compliquée. Hein. On va les appeler aussi des fois les évitants de la relation. Les phobiques de l'engagement, on entend ça aussi, hein, c'est à la mode. Oui, les évitants, moi je les ai appelés les frileux, hein, mais il y a quelque chose de l'ordre du froid, de la glace, et effectivement dans leur corps, enfin dans leur corps, c'est un peu simpliste, hein, mais il y a quelque chose de l'ordre du gèlement, hein, qui est stocké, empilé, qui fait que ces personnes, elles se trouvent souvent dissociées, c'est-à-dire présentes mais absentes, et toute l'énergie est remontée dans la tête pour comprendre les choses. Donc souvent ce sont des intellectuels, soit câblés intellectuels, soit branchés spirituels, c'est-à-dire mais quelque chose qui a du mal à être incarné en fait. Il y a un goût de la désincarnation et pas un goût de l'incarnation. Le corps est vécu comme désagréable ou souffrant ou à quoi ça sert d'avoir un corps. Bon, on est mal à l'aise dans ce profil-là avec le corps. Voilà. C'est pas goûteux. Hein. Donc ils vont aller dans la relation amoureuse à petits pas, hein, tiède, hein, de manière tiède. Et souvent, ce sont des hypersensibles parce qu'ils ont eu du mal à s'incarner et à avoir le droit d'exister. Donc ils sont hypersensibles et voire des fois allergiques ou tolérants à plein de choses d'ailleurs. Hein. Et du coup, c'est tout de suite trop fort et trop pour eux. Donc ils vont tout de suite avoir tendance à éviter, à mettre de la distance, à être dans ces trop fort, trop vite, trop envahissant, trop tout. Et donc à mettre de la distance pour reprendre le contrôle en réfléchissant. Ici dans la tête, c'est je dois réfléchir, je dois comprendre, je dois analyser, je dois traiter les informations pour gérer tous ces stimuli qui sont envahissants dans mon corps. Voilà, donc c'est un profil qui remonte dans la tête, hein. Soit avec, je vous dis, le goût de la spirituelle, la reliance, donc une préférence pour la spiritualité plutôt que l'incarnation, soit pour les choses, pour tout ce qui renvoie à l'intellect. Voilà. Anesthésie émotionnelle, c'est-à-dire c'est souvent trop fort pour eux, donc ils vont s'anesthésier au niveau des émotions. Et avec un conflit qui est le besoin d'être en lien, parce qu'on a en fait c'est l'aspiration, en fait c'est notre aspiration la plus profonde, c'est d'être en lien, hein, d'être connecté avec la vie et avec les autres. Et donc eux, c'est leur plus grand besoin et c'est leur plus grande peur. Comme nous tous, hein, mais particulièrement eux, parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps d'atterrir et de s'incarner vraiment. Donc souvent il y a un travail de thérapie à faire sur les troubles de la dissociation, donc toutes les thérapies qui aident à se réincarner, hein, et pas à se dissocier toujours et encore plus. Hein. Voilà. Donc si vous êtes quelqu'un comme ça, il va falloir revenir dans le corps. Voilà, je vais vous donner rapidement les pistes. En 2 temps 3 mouvements, hein. Évidemment c'est résumé de chez résumé, hein. Je développe beaucoup plus que ça parce que là c'est vraiment succinct. Hein. Ici pour eux, ce qui va être important, ça va être d'arrêter de croire que les émotions sont dangereuses. Hein. Eux, ils ont une tendance à se déconnecter dès qu'ils sentent trop d'émotions. Donc dans la relation, ça va tout de suite être trop, hein, pour eux, hein, très rapidement. Au début, ça va, il y a une certaine distance, on leur demande pas, ils s'imaginent qu'on leur demande pas grand-chose, mais dès que la relation commence à se densifier, ça crée plein de problèmes dans leur tête. Hein. Et puis très souvent, ils vont commencer à préférer éviter ou à se distancier plutôt que d'être envahis par le monde émotionnel. Donc ils vont très vite chercher à comprendre plutôt que de sentir. Hein. Sentir est dangereux, hein. Donc ils vont se couper et s'anesthésier des émotions pour réfléchir le monde. Voilà, et analyser, chercher à comprendre, machin. Donc la communication est souvent sur le mode tête, hein, et pas tellement dans le corps. Hein. Voilà.
Bon. Donc cessez d'avoir peur de filtrer ces émotions. Les émotions ne sont pas dangereuses, il y a tout un travail à faire là-dessus. Ressentir dans le corps, ça c'est la première chose. Hein. Tout ce qui est corporel pour eux, c'est compliqué. Ils y vont, mais pas beaucoup et pas longtemps. Ils n'ont pas le goût du corps, quoi. Voilà. C'est le véhicule. Ils l'utilisent comme un habitat. Voilà, on est obligé d'être dans un corps, hein, donc ils préfèrent les choses de l'esprit, mais il y a un véhicule, donc il faut s'en servir, il faut faire quelque chose, mais on est plutôt ici dans une notion de maîtriser le corps. Voilà, maîtrisons, voilà, c'est utilitaire, hein, donc voilà, on ne va pas trop passer du temps sur le corps, c'est une fonction utile, un point c'est tout. Donc tout ce qui est relation amoureuse, évidemment, qui utilise les sensations, la sexualité, tout ça, c'est pas qu'ils n'aiment pas, c'est qu'ils ont du mal à être connectés. Donc ça va pas être toujours très... Ça peut être chaleureux un peu, mais pas trop, et pas trop tout le temps. Voilà. Ça va être un animal comme un petit chat sauvage, quoi. C'est vite à distance. Hein. Et ils adorent leur solitude, donc ils vont se sentir envahis par l'autre. Trop de bruit, trop de présence, trop d'émotions, trop de contact, trop de tout. Donc ils vont avoir tendance à vous mettre un peu à distance pour retrouver le goût de leur solitude, qui leur permet de digérer et de se poser, hein, voilà. Donc les pistes, ressentir dans le corps des sensations agréables, ça c'est pas gagné. Moi j'avais une personne que je connaissais bien dans ce profil qui m'avait raconté comme ça son anecdote, qui m'avait dit ouais, la première fois que j'ai fait un cours de massage, parce qu'il s'était lancé dans une formation au massage, parce qu'il savait que c'était bon pour lui en fait, c'était un frileux, hein. Un éminent psychiatre intellectuel, un de mes profs d'ailleurs. Charmant hein, par ailleurs, hein, mais il m'avait dit, moi la première fois que je suis arrivée dans le cours de massage, j'ai eu l'impression qu'on me passait sur le corps, quoi, qu'on me passait vraiment comme si c'était horrible, que c'était douloureux, alors que c'est du massage. Hein. Vraiment c'est des sensations agréables le massage. Hein. Et c'était juste trop douloureux pour lui, c'était juste impossible. Alors moi j'ai regardé en disant, ah bon ? C'est curieux quand même. Et voilà, donc c'était trop pour lui. Donc ce sont toutes ces personnes-là qui supportent pas d'être touchées, ou très peu, ou très légers, ou voilà. Hein, donc, et petit à petit, le goût peut revenir. Le goût du vivant, le goût du corporel, avec avec le corps qui n'est pas toujours propre, qui n'est pas toujours maîtrisé, parce qu'il y a ça aussi. Hein, un corps doit être propre, pas d'odeur, pas de... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est toujours en maîtrise du corps, quoi. Mais ça ne se lâche pas beaucoup dans le côté naturel, dans la naturalité du corps. Alors ça remonte tout de suite dans la tête. Ça réfléchit le monde, voilà. Voilà. Et puis il y a un vrai travail pour eux d'être d'accord pour revenir sur Terre. Bienvenue dans le monde des vivants, bienvenue sur Terre. Vous avez votre place. Très souvent, les frileux ont l'impression de ne pas avoir de place. Hein. J'ai pas ma place sur Terre. Je préfère les animaux, je préfère la science, je préfère tout ce qui est intellectuel, mais j'ai pas ma place sur Terre comme Madame Tout le Monde. Voilà, voilà. J'aime pas être Madame Tout le Monde d'ailleurs. D'ailleurs, ils n'aiment pas l'ordinaireté. Hein. Ils sont un peu méprisants en disant oh là là, Monsieur, Madame Tout le Monde, là, ils sont gentils avec leurs émotions, là, qu'ils aillent se colter la relation amoureuse. Moi, je suis au-dessus, je philosophie le monde, je réfléchis le monde. Les autres, c'est pour eux là. Allez dans la cour des petits là, vous amuser. Voilà. Hein. Donc c'est un peu ça, mais avec un profond sentiment de ne pas appartenir et de ne pas avoir sa place. Donc souvent un complexe d'infériorité, une honte, hein. La honte les caractérise. Voilà. Et de renouer avec l'émotion de la colère, qui n'a pas pu, parce que la colère c'est une émotion vivante, et donc ça leur fait pas de mal de retrouver le goût d'être fâché, de mécontenter, d'être en colère. Parmi toutes les émotions, c'est celle qui est la moins fréquentée pour les frileux. Donc c'est bien de revenir à ça pour retrouver un peu du vivant en eux. Hein. Sinon ça remonte froidement dans la tête. Hein. Voilà. Voilà en très gros, hein, c'est vraiment succinct. Mais pour dire que le frileux de l'amour, c'est la structure schizo, donc c'est la structure coupée. Tendance à se déconnecter. Hein. Et donc, effectivement, si vous êtes si vous avez de cette structure-là, il y a beaucoup de gèlements et vous avez souvent froid d'ailleurs, hein. Même dans le corps, hein. Vous êtes frileux en général, même dès l'hiver arrive, vous avez froid, enfin, il y a de la glace quand même, il y a quelque chose de gelé. Hein. Et du coup, c'est sûr que vous risquez d'avoir
aussi des ingrédients des autres profils. Si vous avez de ça, vous risquez d'avoir du 2, du 3, enfin du 2, 3, 4, 5. Hein. C'est possible aussi. Voilà. Ça, c'est la plus grande difficulté, c'est le sentiment de ne pas exister. Hein. Donc, s'il y a eu des problématiques sur l'accueil dès le départ, ou qu'on ne vous a pas vraiment souhaité la bienvenue à la hauteur de ce qu'on devrait souhaiter la bienvenue à un bébé, ou un tout petit, c'est sûr que ça fait des désordres qui peuvent être vraiment traumatiques, hein, et qui restent en trace chez l'adulte. La blessure d'enfance, c'est le rejet alors? Non, c'est pas le rejet ici, c'est la honte d'exister. C'est vraiment n'existe pas. Ouais, c'est l'appartenance. J'appartiens pas. Je suis même pas là. Je suis pas arrivée. Je suis pas sur Terre, donc je suis pas encore là. Je préfère le monde des cieux, des anges. Hein, ça c'est pour le profil spirituel. Où je préfère réfléchir, rester dans ma tête ou philosopher. Puis bon, comme ça, je suis tranquille. Voilà, hein. Donc je me mets à l'écart un peu, hein. Je suis toujours un peu dans une bulle quand je suis dans ce profil. Donc je m'assèche, je suis un peu asséchée parce que la relation amoureuse, elle est vue un peu d'en haut, dans la tour d'ivoire, tu vois. Voilà. Et je peux y aller, mais un peu, puis tout de suite après je me rétracte. J'y vais, mais j'y vais pas, j'y vais, mais c'est tous ceux qui font j'y vais pas, j'y vais, mais oh, faut y aller, hein. Bon, alors faut y aller, bon, faut y aller, quoi. Pas très envie d'y aller, hein. Tu vois, c'est vite saturé, quoi. Et puis tous les désordres, tu sais, quand il y a quelqu'un en face qui a beaucoup d'émotions dans tous les sens et qu'on met de partout, c'est quoi ça, quoi? La personne, elle n'est pas à l'aise, un frileux n'est pas à l'aise avec un désordre émotionnel, je t'en mets, et c'est tout de suite, oh là là, tu m'en mets de partout, là, c'est incompréhensible. Mettons un peu de cohérence là-dedans, c'est pas cohérent, c'est désordonné, c'est désorganisé, tu vois. Mais en fait, c'est un profil très désorganisé de l'intérieur, c'est juste que ça se voit pas. Oui, mais est-ce que c'est pathologique de... C'est pas plus pathologique que ça, il n'y a rien qui est pathologique dans ce que je décris. Après, comme ça a été une grille qui a été utilisée en psychopathologie, bah oui, si ça va dans le pathologique, on va retrouver la schizophrénie. Mais là, vous êtes ici, il y a certainement des frileux, moi j'en suis une aussi, je ne suis pas forcément à l'hôpital psychiatrique. Voilà, hein. Donc on peut être dans un profil sans être tombé dans le pathos. Hein. Donc il y a beaucoup de frileux qui sont tout à fait insérés socialement, c'est juste qu'ils préfèrent réfléchir, vous les voyez apparaître parce qu'ils préfèrent la sphère des concepts, comme moi par exemple. Hein. Donc pourquoi j'ai passé ma vie dans la relation amoureuse? Parce que sinon je restais là-haut dans ma tête et que je commençais à me dessécher sensiblement. Donc j'avais intérêt pour retrouver la sensibilité à redescendre dans le corps et à redescendre dans le lien. Hein. N'oubliez pas que la plus grande aspiration du frileux, c'est la connexion quand même, hein, à soi et à l'autre. C'est sentir, c'est pas penser, c'est sentir. Sauf qu'il est organisé pour penser et pas sentir. Mais c'est pas ça son but, hein. C'est pas le plan qui est prévu pour lui. C'est redescendre sur Terre, redescendre. Voilà. Voilà l'idée. Voilà. Alors ça c'est pour le frileux. Le deuxième profil, je l'ai appelé l'altruiste. Je l'avais appelé ceux qui aiment trop aussi. L'altruiste. Donc l'altruiste, pensez à quelqu'un comme Mère Teresa ou un Saint Bernard, ou voilà, quelqu'un qui adore donner, je donne. Il y a écrit ici sauveur, hein. Pimpon, je suis là, Zorro, tata, c'est moi, voilà, ça c'est l'altruiste. Donc c'est un profil qui aime donner. Il y a écrit ici comme drapeau, c'est l'amour qui soigne, c'est l'amour, c'est l'entraide, la solidarité, la fraternité. Grâce à nous, nous allons nous aimer, nous allons sauver le monde. Hein, c'est le profil New Age par excellence. Bisounours, j'appelle. Voilà, donc c'est très peace and love, et c'est très aidant, attentionné, chaleureux, aimable, serviable. Hein, il y a tout ça. Hein. Et ça éteint ses besoins pour s'accorder. C'est-à-dire le principal ici, c'est je suis penchée sur toi et tu es tout pour moi et j'ai tellement envie de te faire du bien et je suis focalisée sur toi et je veux faire quelque chose pour toi et avec tout mon amour pour toi et des choses comme ça. Ouais, hein. Donc il cherche toujours à s'accorder, à voir comment je peux lui plaire, comment il peut m'apprécier l'autre. Comment je peux être approuvée, hein. Donc je vais m'adapter pour qu'il m'aime, parce que je crois que je ne suis pas aimable si je ne m'adapte pas et si je ne fais pas tout pour l'autre.
Et je vais prendre soin de toi, m'occuper de toi. Alors c'est génial, hein, pour les autres d'ailleurs. Et c'est je donne plutôt que je reçois. Hein. Je vais éteindre mes besoins, mes propres besoins, pour m'accorder aux tiens, pour anticiper ce que toi tu as besoin et pour m'oublier moi. Voilà, ça c'est l'altruiste vraiment parfait. C'est je fais pour toi et je m'éteins moi-même. Donc à terme, je ne sais même plus quels sont mes besoins. Est-ce que j'en ai? J'en sais rien. C'est quoi mes besoins d'ailleurs? Je connais les tiens, j'anticipe les tiens, je te fais des petits cadeaux, des attentions, je te fais à manger, je te fais la cuisine, je t'emmène là, je te fais ci, je te fais mi. Donc je prends soin de toi plus, mais soin de moi moins. Voilà, donc l'altruiste, il est au service des autres. Pas que de son époux ou de son épouse, il est au service de tous. Et quand on lui fait réfléchir, moi j'ai eu ce cas il n'y a pas très longtemps, j'avais une patiente comme ça qui se sent, bah, j'espère qu'elle se sent moins maintenant, missionnée, parce que souvent c'est une mission qu'elle se confie la personne. Je me sens missionnée pour soigner en aidant mon amoureux, mon amour, mon aimé, machin. Je dois l'aider, je dois faire quelque chose pour lui, je dois le sauver. Et si je suis plus missionnée par ça, bah, je suis rien. Ma vie ne fait pas sens. S'il n'y a plus d'amour, si je ne sers plus à aimer, si je ne suis plus utile à aimer, aider mon prochain, l'aider, le sauver, etc., à quoi sert que autant que me suicider tout de suite, elle me sort. Comment ça? Ma vie ne fait plus sens. Ah bon? Donc en fait, il y a une confusion entre ma quête de sens qui est l'amour, ma valeur noble, et ce que je suis. Donc là, vous comprenez que la construction de l'altruiste, si elle est sur ces fondations-là, dès qu'elle n'est plus en mesure d'aider quelqu'un ou de servir à quelque chose avec l'amour qui soigne, qui sauve, etc., eh ben, elle a l'impression qu'elle n'existe plus, quoi. Hein? Et le problème, c'est que j'ai éteint mes besoins, en fait. Je ne peux pas recevoir, il faut que j'aide. Voilà. Et exister simplement parce que on veut aider son prochain ou on veut aimer, c'est se dévouer pour la cause, pour la bonne cause, mais c'est aussi du sacrifice. Donc ça a une tendance à être sacrificiel. Et après, ça se plaint. L'altruiste, il a tendance à se plaindre, à dire « Ah, les autres sont ingrats, avec tout ce que j'ai fait pour eux, nani nana. » Bah oui, mais bon, ma chérie, on t'avait pas demandé d'en faire autant. Hein, donc c'est pour ça que ça râle et ça joue le rôle de la victime derrière. Donc ça pleure sur son sort, mais derrière, ils en font 10 fois trop. Et ils ne peuvent pas s'en empêcher, c'est plus fort qu'eux. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'aider leur prochain. Ici, il y a écrit « sauver ». Je ne suis plus rien, je ne suis pas utile sur Terre si je ne fais pas ça. Donc on voit bien que c'est existentiel et c'est une construction comme ça qui a été mise en place tout petit hein, dans l'enfance. Si, ça va créer de la dépendance affective, hein, puisque il faut aider l'autre, mais dans le côté plutôt maternant, thérapeute pour l'autre, je te materne, je viens à ton secours. Et les blessures, c'est justement que l'enfant petit a dû sauver le parent, c'est-à-dire aider le parent, parenter le parent, jouer le rôle du parent, parce que lui ne pouvait pas jouer son rôle d'enfant. Il n'y avait pas de place pour jouer son rôle d'enfant, tellement le parent, il ne fallait pas faire de vagues, il fallait l'aider, le soutenir. Soit c'est un parent qui est immature, soit c'est un parent qui n'arrivait pas, qui avait trop d'enfants, soit c'est un parent qui était mal en point, qui était déprimé, fatigué, je ne sais pas quoi, ou absent. Et donc il fallait aider le parent à être le parent, à jouer au rôle du parent. Voilà. Et donc lui, il s'est oublié là-dedans, il ne pouvait pas être en contact avec ses besoins, parce que le parent ne pouvait pas satisfaire ses besoins. Donc du coup, il a été obligé de jouer au sauveur du parent, hein, et de protéger le parent pour survivre. Et donc il va continuer d'éteindre ses besoins pour s'accorder au parent, faire en sorte que le parent du départ aille bien, mais qu'après toutes les personnes autour d'elle aillent bien. C'est la même chose, parce qu'après c'est plus le parent, mais c'est pour tout le monde pareil. Voilà. Donc dans la relation amoureuse, on va trouver ça. Hein. Je vais m'adapter à toi, je vais m'accorder à toi, et je ne sais plus, je vais m'oublier là-dedans. Je vais me perdre là-dedans, je vais me perdre dans la fusion. Par contre, je suis le champion ou la championne pour détecter, intuitionner tout ce dont tu as toi besoin. Et ça, je sais très bien faire. Donc je suis le hyper attentif, hyper attentionné, hyper sensible à toi. Et ça fait du dépendant, de la dépendance. Ouais, je suis tout pour toi, tu es tout pour moi, l'amour, là, bon bref. Donc c'est légèrement excessif. Parce que du coup, toute seule, elle se retrouve dans un grand vide affectif. Hein, donc on va retrouver ici une avidité à combler le vide.
elles n'aiment pas leur solitude, comme le frileux adore la solitude, l'altruiste déteste la solitude parce qu'il se retrouve en contact avec son grand vide, qui vit comme ça, et qui veut fuir à toute allure, en étant dans la relation, dans les émotions, dans le lien, voilà. C'est pour ça qu'il retourne dans le lien et qu'il gère mal sa solitude. Mais lui, il a tout intérêt à connecter ses besoins et à rester un peu en contact avec le vide pour le traverser. Parce qu'il n'y a pas de vide en fait, hein, il n'y a jamais de vide. Hein. C'est juste du remplissage. Hein. On va voir dans ce profil aussi le sous-profil soit boulimique, soit anorexique. Hein. Donc on voit ici les troubles alimentaires arriver très souvent de par le côté d'avoir besoin de se remplir de nourriture affective, de nourriture affective qui a manqué, de nourriture sexuelle aussi, hein, mais tout ce qui est, voilà, j'ai besoin de me remplir, mais en fait pour me remplir, je donne aux autres. Donc je suis thérapeute, je suis soignant, je suis infirmier, je suis altruiste, voilà, je donne et je ne prends pas soin de moi. Hein, mais c'est ceux qui ont le plus besoin de recevoir qui savent le moins recevoir en fait. Parce qu'eux, ils font avec peu. Ils ont appris à vivre avec peu de besoins, avec peu d'air, avec peu d'abondance, peu d'oxygène en fait, hein, peu de nourriture affective. Et eux, ils doivent apprendre à tolérer toujours un peu plus de bon pour eux. J'ai le droit, je mérite plus, pas seulement ma place, hein, mais plus de nourriture, plus de bon, plus de choses bonnes à vivre pour moi, au lieu de passer mon temps à donner, et à m'intéresser à l'autre. Hein, voilà. Donc petit 1, on voit qu'il faut d'abord se sentir le droit d'exister, hein, et puis petit 2, de prendre sa place et de mériter sa place, de mériter d'être aimé, c'est-à-dire ça c'est l'altruiste. Hein. J'ai le droit d'avoir une place et j'ai le droit de recevoir ce que j'ai besoin de recevoir. Je mérite de prendre ce dont j'ai besoin, ce qui n'est pas le cas pour l'altruiste. Voilà. Il augmente ses besoins en fait. Il éteint ses besoins. Hein. Ouais, lui, il faut qu'il augmente ses besoins. C'est-à-dire qu'il a le droit de prendre du bon, je sais pas, partout, pas seulement dans la relation, partout. J'ai le droit de m'offrir le meilleur à vivre. Parce qu'en fait, je donne plutôt que de recevoir. Donc c'est compulsif. Hein. Je donne au lieu de recevoir et de m'intéresser à moi et à mes propres besoins. Qu'est-ce qui me ferait du bien? Non, qu'est-ce qui te ferait du bien? Il est centré sur qu'est-ce qui te ferait du bien. Et qu'est-ce qui ferait du bien à ma famille, à mes proches, à mes patients, à mes clients, tati, tata. Et moi là-dedans. Donc il s'oublie tout le temps. Donc il a le droit de prendre plus de place et de prendre, d'absorber, hein, d'alchimiser la nourriture pour la mettre à l'intérieur. Voilà. Voilà, donc il fait avec peu, il gère mal le vide, il a du mal à dire non. Ah oui, bah ça va, c'est évident que c'est quelqu'un qui ne va pas mettre de limites. Parce qu'il veut être gentil, c'est gentil garçon, gentil petite fille. Et donc il a du mal à mettre un stop. Et souvent, ce sont des personnes qui peuvent se faire maltraiter, hein, par les autres. Donc les altruistes fonctionnent bien avec les clivés, avec les alphas, hein, parce que forcément, elles ne mettent pas de limites. C'est tout sur l'autre. Et comme elles sont sensibles, elles captent que l'autre en face, même si il est verrouillé, il est rigide, elles captent très bien que l'autre est malheureux en dessous. Donc elle a envie de l'aider. Elle se dit, oh quand même le pauvre petit, je ne vais pas le laisser comme ça. Donc elles veulent l'aider, sauf que l'autre il est verrouillé. Mais ça a envie d'aider son prochain tout le temps. Voilà. Et donc ça a du mal à mettre un stop, un frein à l'autre. Donc ils vont se faire souvent maltraiter, c'est possible, ou intruser ou maltraiter. Et donc vont souffrir non seulement de dépendance affective très souvent, mais de se maintenir dans des relations toxiques. Ils ne savent pas mettre un stop, ils ont du mal. Ils pensent qu'il faut encore, ils se sentent coupables de ne pas en avoir assez fait, et peut-être on peut encore le sauver, peut-être il y a encore de l'espoir, que peut-être ça change, et peut-être ça va s'arranger, voilà, des trucs comme ça. Alors ça c'est eux. Donc l'attachement est anxieux. Alors. Ça c'est l'altruiste. Donc les pistes, hein, j'ai dit, cessez de jouer à l'indispensable. Arrêtez de se croire, ça c'est la toute puissance. Moi je crois que je suis tout, grâce à moi, je vais t'aider, grâce à moi. Donc ça c'est, je joue à l'indispensable. Arrêtez de jouer au sauveur, ici pain pompin, faut arrêter. Dire non, s'occuper de soi. Apprendre à identifier ses besoins. Donc pour ceux qui connaissent la communication non violente, vous avez toute une liste des besoins. Donc pour les altruistes, allez regarder les 3-4 pages sur la liste des besoins. Apprenez ça, apprenez à identifier vos besoins. C'est pas une mince affaire pour vous. Hein, donc allez-y sérieusement. Voilà.
Demandez ce dont vous avez besoin, au lieu d'attendre, hein, demandez et recevez. Demandez et recevoir ce dont j'ai besoin. Donc là, il y a du boulot. Et reconnaître les qualités qu'il a. Parce que très souvent, il se trouve médiocre, il trouve qu'il n'a pas de valeur, que l'autre est mieux que lui. Ils font partie des personnes moins plus. Hein. Moi, je suis moins et les autres sont plus. Donc il est admiratif de la personne qu'il aime, mais il se minimise, c'est-à-dire il se met en dessous. Il a beaucoup moins de valeur que l'autre. Donc il est fasciné par l'autre qu'il admire. Donc il a un travail aussi de reconnaissance de sa propre valeur. Non seulement j'éteins pas mes besoins, mais je reconnais que je suis magnifique et un être extraordinaire. Et que j'ai ma place. Et qu'elle est aussi bien que l'autre. Sinon il est tout de suite en posture petit et l'autre immense là. L'autre est vu comme ça, merveilleux, sacré, sur un piédestal, il idéalise. C'est pour ça qu'ils sont dépendants, hein, parce qu'ils projettent de l'idéal sur l'autre. Et par contre, eux, ils sont moins. C'est comme quand il était enfant. Voilà, la grande maman, voilà, extraordinaire, il faut sauver maman, il faut faire quelque chose pour maman, maman est tout, maman elle est voilà, bon, voilà. Donc ça fait toujours un truc comme ça, hein, moi je suis moins et l'autre est plus. Donc il faut retourner à une posture beaucoup plus égalitaire, hein. Alors que c'est l'inverse du type. Mais oui, mais c'est peut-être pas l'inverse, mais retourner comme ça. Mais arrêtez de se mettre en posture de victime et de moins. Hein. Ouais, il y a une méconnaissance de sa valeur profonde. Hein. Donc là, il y a tout un travail de réappropriation, de réhabilitation de sa propre valeur intrinsèque. Oui. Ah, c'est le l'horloge. C'est mignon, je me dis, je crois que c'était un téléphone. C'est le coucou. Alors je sais pas quelle heure, mais c'est l'heure, c'est 7 heures. J'avais une question concernant ce profil. Alors attends, si tu as une question, tu la poses dans le micro. Ça marche, hein, ça marche. Est-ce qu'il est possible d'être altruiste dans la société civile et ne pas avoir ce profil dans son couple, avoir un comportement complètement différent avec son entourage, ses collègues, et différent avec son conjoint? Alors, oui et non. Oui, peut-être que l'altruiste, en fait, mais même les autres profils, hein, il joue des rôles. Lui, il joue un rôle parce que, comme beaucoup d'autres, mais il y a ici une question de... Il y a quand même, de toute façon, chez l'altruiste, la valeur, c'est l'amour. On va le retrouver un peu partout. Mais peut-être qu'à vouloir s'adapter dans la vie plutôt relationnelle, amoureuse, c'est ça? Non, être très altruiste avec son entourage, ouais, et très dur avec son conjoint, par exemple. Voilà, très altruiste avec l'entourage et très dur avec son conjoint. Très attentionné pour son entourage, pour ses amis, mais ne rien laisser passer à son conjoint et être au contraire avoir un profil différent. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais il y a quelque chose de l'ordre de je mets un masque. Hein. Je suis pas moi-même en fait. Hein. Alors. Oui. Mais ça c'est plus des alphas. C'est pas forcément. Ça c'est plutôt le. On verra. Hein. Mais chez l'altruiste, il y a vraiment partout, que ce soit à la maison, au boulot, partout, la fonction j'éteins d'abord mes besoins. Alors ça on le retrouve partout. Même si cette personne peut être dure avec l'autre. Et peut-être qu'il se trouve dur alors qu'il n'est pas dur d'ailleurs, hein, entre guillemets. Parce que comme... Le mécanisme est le même. Mais oui, mais il faudrait voir, parce que je me trouve dur, blessant, etc. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que je suis dur aussi parce que j'en fais tellement pour l'autre qu'au bout d'un moment j'explose, j'en peux plus? Parce que l'altruisme, c'est j'en fais, puis à un moment donné, j'en peux plus d'en faire. Donc je commence à râler, à être dur. Mais est-ce que c'est vraiment dur ou c'est parce que j'ai trop attendu, j'ai pas assez mis mes limites avant? J'ai pas défini mon territoire avant. Donc après, je commence à exploser, mais il en faut beaucoup. C'est tardif. Donc c'est pas qu'il est dur, c'est qu'en plus, il se culpabilise de ne pas en faire encore autant, encore plus pour l'autre. Donc il faudrait voir de quoi ça parle, ce truc, je suis dur. Mais il y a de toute façon ici écrit l'amour, l'entraide, aimer notre prochain, soyons aimants, soyons utiles, et éteindre ses besoins. Ça, c'est caractéristique de l'altruiste. Et super empathique, c'est l'empathe plus, puisqu'il sent chez l'autre ce qui est bon pour l'autre, ce qu'il a besoin, ce qui serait bien, mais partout. Donc c'est le hyper serviable. Moi j'en ai dans tous mes groupes, hein. Chaque fois que j'anime un stage, j'ai toujours un altruiste. Moi j'aime bien, c'est super agréable à vivre.
Ben oui, heureusement qu'il y en a. C'est ceux qui passent, qui disent ah oui, attends vite, tiens, je vais t'aider à porter une chaise, tiens, t'as pas ça, je vais t'aider. Alors c'est super sympa. Et en même temps, ils font passer dans les entreprises de la nourriture. Vous savez, c'est eux qui organisent les pots, tout ce qui est convivial, les petites fleurs. Ils râlent pas forcément. Non, c'est dans la convivialité. Il faut que tout le monde ait un petit truc, un petit gâteau au chocolat, un petit machin, un petit pot. Enfin voilà, c'est vraiment l'attention. Être attentionné, une petite fleur. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je te ferais plaisir. Voilà. Bon. Voilà. Donc ils sont vraiment super agréables à vivre. Après, ils peuvent être envahissants parce qu'ils veulent toujours donner des conseils, toujours être indispensables. Donc ça peut être envahissant, notamment avec un frileux. Parce que le frileux, lui, il est plutôt froid. L'altruiste est archi présent et archi donnant. Donc frileux altruiste, en général, ça tire. Comme je l'ai mis dans le livre, vous verrez. Mais en même temps, c'est compliqué comme relation. Surtout pour les deux, mais surtout pour l'altruiste. Mais même le frileux, parce qu'il se sent envahi. Ben oui. C'est très, très douloureux pour les altruistes. Alors je continue. L'alpha, troisième profil, l'alpha ou le contrôlant. Ou le dominant. Bon, le contrôlant parce que c'est vraiment quelqu'un qui a besoin qui aime contrôler. Alors je l'ai appelé l'alpha, mais en réalité, dans les structures en psychopatho, on l'appelle. Le deuxième, c'était l'oral, le profil oral, l'oralité. Et là, on est dans le profil psychopathe. Ouais. Mais j'aime pas du tout ces termes. Oui, c'est dans là on est en psychopathologie. C'est pour ça que c'est à prendre avec des pincettes. Et ce que je vais dire est quand même, je l'avais déjà dit dans la conférence que j'avais donnée sur le pervers narcissique, parce qu'on peut trouver aussi le PN à l'intérieur de ce profil. Seulement, aujourd'hui, ces trucs de mode, enfin ces histoires de pervers narcissiques à toutes les sauces, commencent à devenir un peu désagréables à mes oreilles parce qu'on a l'impression que dès que vous rencontrez quelqu'un, c'est un PN. Donc c'est le profil alpha, on est d'accord. Mais en même temps, dans l'alpha, il y a certainement des personnes ici qui sont dans le mode alpha. Et ça ne veut pas dire que vous êtes un PN. Donc de stigmatiser comme ça avec les étiquettes utilisées en psychopatho, ça ne veut rien dire. Donc il faut se méfier de ce qu'on entend dans le grand public et des modes, parce qu'on est dans une période... Vous m'entendez pas? Donc que je parle. Donc juste dire qu'il y a des périodes où les modes sont à un certain profil. Là, la mode est au pervers narcissique, et c'est une question de mode pour moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire très peu. Et c'est le profil alpha, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des traits de l'alpha sans devenir un pervers narcissique, ça n'a rien à voir. Vous pouvez être avec quelqu'un qui est dans un profil alpha et avec qui c'est très agréable de relationner. Il n'y a pas de souci. C'est juste que quand le curseur, ça dépend du curseur, quand le curseur est élevé, mais même chez un altruiste, c'est pas tel. Dès que le curseur est élevé quelque part, ça devient parfois un peu, ça grimpe dans les aigus. Mais si la personne a déjà travaillé sur elle, a relativisé, a pensé un peu ses blessures, a remanié un peu son formatage, c'est magnifique de vivre avec un alpha. Moi j'en ai connu, j'ai passé 5 ans avec un alpha, formidable. Il y a plein d'avantages. Ce sont des personnes qui sont stables dans le sens, stable dans le sens de l'engagement, stable dans le sens de je suis fort, moi je gère, je suis le patriarche ou la matriarche. Donc c'est moi, maman poule ou papa poule. Et moi, je suis fort, donc tu peux t'appuyer sur moi. Il ne faut pas oublier qu'il y a ça. Donc toutes les personnes qui aiment bien les profils soi-disant sécures vont s'amouracher d'alpha. Parce que l'alpha donne l'impression d'être costaud, enraciné, engagé, prêt à te défendre, prêt à faire face si t'arrive quelque chose. Donc ça sécurise beaucoup de femmes quand même. Il peut y avoir des femmes alpha aussi. Mais pour dire que quand vous avez besoin dans votre vie de sécurité, souvent vous choisissez un alpha. Et ce n'est pas un hasard. C'est aussi parce que c'est un profil comme ça qui a les compétences pour partir à l'attaque et pour protéger les plus faibles. Parce que lui, il se vit comme quelqu'un de fort et puissant.
Et il a l'impression qu'à l'extérieur, les autres sont plus fragiles, qu'il y a des plus fragiles que lui, et qui peut protéger les plus fragiles, les plus faibles. Donc on est ici dans le camp du roi lion, fort ou faible. Est-ce qu'un alpha peut être frileux, pas trop. Non. Ça va plus être dans un profil clivé. L'alpha, on est plus dans la méfiance ici. Hein. La blessure est à la méfiance, est à la trahison. Alors que, rappelez-vous, le frileux, la blessure, c'est à l'appartenance. Je n'appartiens pas. Hein, donc j'ai honte. Là, il n'y a pas de honte, on est dans l'inverse. Hein. Ici, j'apparais au monde, je suis sûre de moi. Je suis quelqu'un d'affirmé, je me positionne. Je suis un décideur, je suis quelqu'un qui tranche. J'ai pas peur, même pas mal. Et pour gérer les situations, je domine. Je prends le pouvoir. On est ici sur quelqu'un qui va aimer prendre le pouvoir. Il y en a beaucoup dans les hommes politiques, hein, il y en a beaucoup aussi dans des profils comme ça, ou dans les entreprises où on doit prendre le pouvoir. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de leaders hein, dans ce profil-là. Ouais. Si c'est trop marqué, alors attends. Ça peut vite virer au... Enfin, pour un homme, en tout cas... Attends, repose la question. Si après un homme il est trop alpha, il peut être un peu trop macho et se sentir un peu supérieur par rapport au conjoint et ne pas lui laisser sa place aussi. Oui, alors tout est possible. Si c'est trop dosé, hein, oui, voilà, si c'est trop dosé, il peut y avoir... C'est plus qu'un protecteur après. Voilà, il y a l'avantage et les inconvénients. Hein. Donc les inconvénients, c'est quand il commence à se sentir mal à l'aise, il va prendre le pouvoir en étant affirmé sur de lui et en te montrant que toi tu fais faux, que toi tu sais pas, que lui c'est mieux... Il a toujours raison, que lui c'est mieux pour toi ce qui est bon pour toi, que toi tu sais pas, et il appuie sur les points faibles. Qu'il est supérieur, qu'il a raison. La personnalité du conjoint, si c'est ce mode-là, ouais. Donc si le conjoint en face, il ne sait pas se défendre en étant affirmé lui aussi, en disant attends, tu es en train de me définir et c'est pas vrai ce que tu dis. Parce que deux alphas ensemble, là. Ouais, alors c'est assez rare hein, parce que ça... Non, c'est pas ça. C'est que... Non. C'est pas possible. Ou une partie d'alpha dans le profil. Non. C'est un peu l'image de altruiste et alpha. Non, c'est pas ça. C'est que... ce que j'ai dit en introduction, c'est que c'est rare quand les deux profils du même genre restent ensemble très longtemps. Ils peuvent rester ensemble un petit moment, une période, mais pas très très longtemps, parce qu'en fait, c'est pas du tout complémentaire. C'est du même bord. Et c'est vrai que ça dure pas tout le temps. Non. Et ils sont pas intéressés tellement pour relationner longtemps avec des personnes du même bord qu'eux. Les personnes en fait, hein, parce qu'il n'y a pas de complémentarité. En fait, on est attiré par les complémentaires. Donc, et puis les alphas sont toujours dans je me méfie, on va me trahir. Donc si l'autre en face, il est dans je me méfie, on va me trahir. Tu vois, il faut des personnes qui sont plus, je dirais, douces ou plus malléables, plus flexibles. Ici, ça passe ou ça casse des fois, hein, avec, tu vois, ça fait pas dans la dentelle. Donc, s'ils sont avec des personnes comme eux, ça va pas rester très longtemps. Il faut quelqu'un de plus adapté, de plus flexible, de plus ouvert. Ça veut pas dire qu'ils sont pas ouverts, hein, mais je te dis, voilà, ça passe ou ça casse. Et il y a aussi ce qu'on appelle, je sais pas si je l'ai mis, l'identification projective. C'est un mécanisme de défense. Hein. C'est je vais mieux quand je vais mal. Je vais m'arranger pour que toi t'ailles mal, parce que quand toi tu te sens mal, moi je me sens mieux. C'est les vases communicants. Donc je projette, hein, je m'identifie. C'est moi qui me sens une mauvaise personne. En fait, ce sont des personnes qui ont souvent un complexe d'infériorité assez fort. Mais elles vont le masquer sur l'inverse. Je vais prendre le pouvoir parce qu'en fait, je me sens tout fragile à l'intérieur, tout minus. Et je vais montrer à l'extérieur une apparence d'un mec qui domine, enfin d'un mec ou d'une nana, qui domine, qui prend le pouvoir sur l'autre. Et quand toi, tu te sens mal, et quand j'ai pris le pouvoir sur toi et que tu te sens diminué, à ce moment-là, moi, je remonte mon estime. C'est comme ça que je me permets de me sentir fort. C'est quand je t'ai attaqué et que tu es tout minus. Parce que j'ai réussi là-dessus, sur ce coup-là. Hein? Ils peuvent manquer de confiance. Ah ben, il manque beaucoup de confiance en eux. Par en dessous, ce qui n'est pas vu, c'est ça. Ils donnent l'impression du contraire, mais par en dessous, c'est tout fragile. Le mécanisme de défense, c'est je vais apparaître au monde comme étant fort et plus personne ne m'aura jamais. Voilà, plus personne ne m'y reprendra.
je ne vais plus me faire jamais manipuler, je ne serai plus jamais un faible et un minus, à partir d'un moment je serai un fort, et c'est moi qui aura le pouvoir. Voilà, et je vais m'organiser comme ça. Donc il est indépendant, hein, c'est quelqu'un qui n'aime pas dépendre évidemment, voilà, et qui se méfie, et qui est très construit sur je vais bâtir, on va faire des projets merveilleux, on va bâtir, on va projeter, voilà. Il aime bien construire et il vous emmène dans des schémas de couple où ça se construit. Hein, donc ça peut être sécure pour des personnes qui ont besoin d'être embarquées dans des projets à long terme sécurisants. Sauf que vous avez déjà eu mon opinion sur le sujet, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais je vous le redis, pour ceux qui ne m'ont jamais entendu sur le sujet, c'est que la sécurité n'existe pas. Elle n'est pas dans le schéma. Elle n'est pas dans les histoires qu'on se raconte dans le futur. La sécurité dans le couple, elle se bâtit sur l'intimité, sur ma capacité de me livrer dans la vérité et que tu t'en fasses autant. Et ceci, on peut se faire confiance parce qu'on sait communiquer, on sait ce que l'autre te ressent, ce que je ressens, et on va avancer avec ça. Mais si c'est je te construis un schéma, ma chérie, je vais te bâtir une maison, je vais te faire un projet famille, et là tu vas être tranquille, je te garantis la sécurité, parce que je vais te défendre avec bec et ongles, il n'y a aucune sécurité là-dedans. Hein. C'est une histoire. Hein. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de confiance. La confiance, elle n'est pas dans l'exclusivité, elle n'est pas dans la construction d'un projet. Elle est dans ce qui se bâtit au fur et à mesure dans une densité de l'intimité. Ça n'a rien à voir. Où c'est que vous mettez votre confiance? Je le dis, je le redis sans arrêt, mais chaque fois je fais réfléchir les gens, mais vous mettez où votre sécurité, votre confiance? À quel endroit vous la mettez? Et donc c'est facile de se faire embarquer par un alpha ou une alpha qui est très volontaire, je veux, je peux, je vais te construire je vais construire, on bâtit, on y va, on remonte les manches et on y va. Et c'est très terrestre, hein, c'est très incarné comme profil. Ça aime bien manger, aime bien boire, ça aime bien vivre, hein? C'est très matérialiste, ouais, c'est très branché concret, pratico-pratique. Voilà. Donc c'est pas du tout le profil du frileux qui a la tête dans les étoiles, hein. C'est pas du tout le même genre, hein. On n'est pas dans les mêmes animaux là, c'est le roi lion là. Alors attends, ne bouge pas. Oui, j'ai l'impression que quand même quand on se rencontre, par exemple vers 20, 21 ans, ou dans des âges où on est effectivement peut-être très marqué par le profil initial, parce qu'on n'est pas très loin de l'enfance, on va dire, et quand on est toujours ensemble vers 45, 50 ans, ouais, chacun a quand même évolué, où il y a eu un moment, peut-être une étape qui a fait qu'on a été obligé d'évoluer pour mieux communiquer. J'ai pas l'impression que c'est forcément un profil à vie, quoi, dans un couple. Oui, alors déjà, ton postulat, il n'est pas forcément vrai. Hein. Il y a des personnes qui se remettent en question, d'autres pas. Oui. Tous les couples n'évoluent pas. Et parfois, il y en a un des deux qui a envie de mettre le zoom et donc se remettre en question et l'autre pas. Des fois, ça fait des bugs d'ailleurs. Hein. Bon, déjà, petit 1. Et oui, parce que quand il y en a un qui fait, par exemple, moi je le vois beaucoup, hein, qui fait un travail de thérapie sur quelques années ou une année même, et puis l'autre le fait pas parce qu'il n'a pas envie, ben, d'un coup il y a un décalage, quoi. Il y en a un qui s'ouvre, qui comprend des choses, qui bouge aussi, et l'autre, s'il bouge pas, ça va donner une fixité. Et à un moment donné, celui qui a fait un travail, il se dit oh là là, moi j'en veux plus de lui là. Donc ça coince. Donc c'est pas tous les couples. Et puis ensuite, il y a des profils justement qui ont une compétence pour se remettre plus ou moins en question. Celui-là, il peut se remettre c'est moyen en question. D'ailleurs, c'est pas eux qui font faux, c'est les autres qui vont mal. Hein. Donc c'est difficile pour un alpha d'arriver au cabinet. Moi, je les vois jamais arriver au cabinet. C'est très rare quand on les a dans nos cabinets de thérapie. Hein. Ils arrivent vraiment quand leur femme les envoie, ou le conjoint l'envoie en disant toi là, tu ferais bien de faire un travail parce que si tu continues comme ça, je te quitte. Donc ils arrivent souvent comme ça, ou parce qu'il y a des procès ou des trucs comme ça, mais ils arrivent et ils restent pas en général. Sauf ceux qui ont commencé à lâcher un peu leur système, leur disque dur, et qui souffrent tellement qu'ils commencent à accueillir leur vulnérabilité et à lâcher un peu du lest, parce que c'est ça le boulot hein, pour lui, c'est d'aller vers la vulnérabilité, d'aller vers, au lieu de se croire pour un fort, d'accueillir la fragilité. Et ça, c'est toute la difficulté. Mais il se peut qu'avec le temps, il y ait quelque chose de cet ordre-là.
hein, qui commence à... Et là, ça va être chouette de pouvoir relationner avec quelqu'un comme ça. Voilà. Est-ce que ça répond? Oui, très bien. Ouais. Il peut être empathique, mais ça, quand il est empathique, c'est pour savoir sur quel pied danser aussi, pour tester la relation, tester avec qui je suis, est-ce que je peux faire confiance, voilà. Donc il peut être empathique à ses temps, à ses heures, pour voir un peu qui est là, comment il est, mais il n'est jamais tellement sûr. Hein. Quand il fait confiance, il devient fidèle dans le sens de je m'en remets à toi, mais quelque part, si tu le trahis, si tu dis quelque chose et que tu fais l'inverse, il va te dégager en 2 temps 3 mouvements. Voilà. Donc la sensibilité sur la trahison, rappelez-vous. Hein. Alors, déni de l'émotion, ouais. Le manque. Les blessures de l'enfant. La blessure, c'est la trahison. J'ai pas pu faire confiance. Hein, il y a souvent des blessures du style maltraitance, punition, sanction, négligence, forçage, enfin des trucs assez rudes, quoi. Hein, qui fait que l'enfant n'a pas pu faire confiance dans un parent qui le protégeait. Ou il y a eu d'autres blessures, ou d'autres marquages, où il s'est dit rapidement, où on s'est moqué de lui, je sais pas quoi. Enfin, il y a eu des événements où il s'est dit, moi je vais être dans le camp des forts et pas des faibles. Plus jamais être un faible. Terminé pour moi. Voilà. J'avais mis être performant, donc c'est des gens qui sont plutôt performants, hein, et qui contrôlent aussi, qui sont assez souvent dans la séduction aussi. Hein. Il y a un des sous-profils qui est dans la séduction et l'autre qui est plutôt dans le contrôle, dans le pouvoir. Ils sont possessifs et ils veulent être spécial, ils veulent être uniques. Hein. Il veut être aimé. Lui, il veut être aimé, mais en termes de... narcissique, ouais, possessif aussi. Hein. Je vais être l'unique pour toi. Ils sont jaloux en général. Hein. Non, pas du tout. Non, ils aiment dominer. Donc c'est le mâle dominant ou la femelle dominante. Hein. Pareil. Hein. Parce qu'il y a des femmes, hein, c'est pas que des hommes. Hein. Arrêtez de penser que c'est des hommes. Voilà. Et puis ils vont mieux quand ils commencent à dépendre, c'est-à-dire à oser faire confiance à quelqu'un et à commencer à demander de l'aide. Voilà, je reconnais mes fragilités. Il y a des moments, je suis malade, tu peux faire quelque chose pour moi, tu peux m'aider, tu peux me soutenir. Voilà, arrêtez d'être héroïque, brave pour les autres, parce que c'est le héros, lui, et du coup de porter tout le monde sur ses épaules. Hein. Il est toujours dans j'assure, donc il a le droit aussi, lui, que les autres assurent pour lui, donc de dépendre des autres. Et là, il va mieux. Hein, et puis d'aller dans le sens du plaisir sans être toujours dans la performance, prouver qu'il est capable. Voilà, ça c'est fatigant, il fatigue aussi. Et lâcher l'image de se vouloir fort. Voilà, arrêter de vouloir paraître fort. C'est bien pour les alphas. Faire confiance, demander de l'aide, ça leur fait beaucoup de bien aussi. Voilà. Le planqué, 4e profil. Ça c'est le mien. Moi je suis frileuse et planquée. Ah bah voilà. Non, allez-y. Hein. Il y a une place là du coup. Non, je pense pas. Non, il n'est pas bon. Tu as fait chose. Hop. Ouais, c'est mieux là. Vous aurez une place. Ça va? Ah, c'est plus planqué là. Alors, oui. Alors attends, si tu veux parler, ou alors je reformule la question. Oui, je t'entends. Alors je peux pas te répondre parce qu'en fait, à la naissance, il y a un profil astrologique, c'était sa question. Est-ce que ça se croise? En fait, on ne sait pas, ça n'a pas été fait aux mêmes époques. Hein, la grille de Reich, elle a été faite au 19e siècle, quelque chose comme ça. Hein, donc c'est 19e, 20e. Donc c'est pas
c'est pas quelque chose qui a été fait dans les chercheurs en astrologie à l'Antiquité ou avant, tu vois. Donc c'est difficile de croiser des théories, des concepts et des modèles qui n'ont pas été faits aux mêmes époques. On peut tout imaginer, mais voilà. Après, à vous de faire les croisements. Hein. Le planqué. Donc le planqué de l'amour. Donc c'est quelqu'un qui a plutôt tendance à se planquer, c'est-à-dire à s'adapter. Hein. C'est un profil adaptable, c'est-à-dire qu'il aime bien pas faire plaisir forcément, mais la blessure est au rejet. Je vais être rejetée, donc je suis tellement sûre que je ne vais pas être aimée pour qui je suis que vaut mieux me cacher sous des masques. Donc ça joue le masque du sourire. Je suis sympa, je suis flexible, je suis charmant, je suis cool, voilà, j'ai pas un positionnement rigide, hein, ça c'est le planqué, pour plaire, pour être aimé, parce que lui il croit au fond de lui, une petite voix qui dit oh là là, si j'apparais comme je suis, si je suis authentique, on va pas pouvoir m'aimer. Hein. Donc il dit pas ni oui ni non, il dit oui, blanc, vert, noir, il dit ce que vous voulez entendre en fait. Voilà, la manipulation est dans la séduction, elle est dans j'ai le langage adapté à ce que tes attentes. Voilà, je m'arrange pour m'adapter. Hein. Ben, il ne le vit pas comme de l'hypocrisie, pour lui c'est je m'organise parce que si je ne fais pas ça, je suis persuadée que ça ne va pas passer. Si je suis telle que je suis, oula, tu vas être mécontent. Tu vas te fâcher, je vais pas te plaire, là ça n'a pas marché. Hein. Si d'un coup je te dis que ce soir j'ai envie de dormir alors que je sais pertinemment que tu aimes bien traîner le soir, tu aimes bien que je regarde un film avec toi, etc. Et que je commence à dire que non, moi j'ai envie de me coucher à 9h alors que toi c'est pas ton truc, je sens que ça va pas le faire. Donc pas forcément, non, c'est plus parce que c'est partout que ça se fait. C'est pas pour lui faire du bien. C'est pas pour être attentionné, c'est parce qu'il croit qu'il ne peut pas être aimé s'il est vrai. Et donc tous les messages, hein, les conflits, il n'aime pas. Hein. Il n'aime pas le conflit parce qu'il se dit si je me mets en conflit, l'autre il va se barrer en courant. Si je le fâche, il va se barrer en courant. On ne peut pas me prendre comme je suis en fait. Hein. Donc je vais être pas gentil, mais il n'y a pas écrit l'amour ici qui soigne tout le temps. Hein. Non, non, c'est pas l'altruiste. Hein. C'est juste un vocabulaire adapté, ça fait genre je me soumets par devant. Caméléon. Caméléon, je me soumets par devant, je suis sympa et tout, mais par derrière, je fais que ce que je veux. Hein. C'est passif-agressif en fait. Hein. Dans les structures, c'est passif-agressif. C'est le côté maso. Hein. Il y a un côté maso, oui, masochiste parce que je ne suis pas en contact avec qui je suis en fait, je porte un masque. Donc il y a un côté maso à me soumettre à ce que j'imagine que tu attends de moi. Et plus je me soumets, ben non, sauf ceux qu'on fait un travail sur eux, hein. Mais plus je me soumets, plus je me perds dans un rôle que je joue qui n'est pas moi. Je me perds dans une histoire que je me raconte en fait. Il se soumet sans se soumettre. Il se soumet sans se soumettre. Il est soumis par devant et agressif par en dessous, c'est-à-dire il fait ses coups en douce. Hein, et il est toujours en train d'imaginer que l'autre a un plan, qui veut l'emmener quelque part, qui veut le driver, qui veut lui imposer quelque chose. Et il anticipe ça. Et donc il se dit, oh là là, j'ai un coup, je vais comme sur un échiquier, hein. Je vais faire un coup, quelle est ma stratégie? Parce que je devine que l'autre il va vouloir penser ça et qu'il va attendre ça de moi, donc s'il attend ça, ben, je vais lui dire ça, et après prochain coup il va me dire ça, donc je vais lui dire ça, et donc voilà, il a plein de stratégies en tête pour faire passer ses messages et pour être aimé. Hein, mais il a du mal à être lui-même, voilà. Ben non, mais alors lui, c'est vraiment le caméléon. Hein, voilà. C'est la blessure au rejet, hein, ici. Hein. Donc il fait des efforts. C'est aussi quelqu'un qui se met sous pression, qui a peur de ne pas y arriver, de ne pas être capable d'y arriver. Donc il faut beaucoup faire d'efforts pour plaire. Donc pour plaire, pour être aimé. C'est pas forcément soit parfait, c'est faire des efforts ici. On ne fait pas forcément parfait, c'est plutôt brouillon. Ça fait 10 000 choses à la fois, mais pour être aimé, pour passer, pour avoir un look qui plaît, etc. Il est très secret. Il a un agenda secret dans sa tête.
C'est-à-dire qu'il il y a des choses qu'il ne va pas dire, il va mentir, soit par omission, soit il ment pour passer, en fait, hein, pour échapper au rejet, hein, au conflit, au rejet. Bah, tout le monde manipule, hein. Tout le monde se manipule. Mais les autres aussi, hein. Si on manipule à partir d'endroits différents. Et donc ici, c'est si je suis arrangeant, convenable, aimable, souriant, et que je te fais ce que tu attends, ça va passer. Mais comme ça ne m'arrange pas du tout, je vais faire mes coups sans t'en parler. Parce que je suis persuadée, j'imagine que si je te dis ça, ça ne va pas passer. Moi j'ai eu le cas comme ça, très récemment sur un de mes patients, qui était persuadé que s'il annonçait à sa copine qu'il était désireux d'avoir ou d'avoir du désir ailleurs, pas forcément d'être infidèle, mais d'avoir du désir ailleurs, ça n'allait pas passer du tout. Que la fille, elle était archi exclusive, qu'elle allait le jeter à la poubelle, que c'était même pas envisageable, on ne pouvait même pas en parler. D'accord ? C'est un planqué, hein, un vrai planqué. Et donc, je lui ai dit, bon, est-ce que vous êtes sûr que c'est vrai ? Et alors, petit à petit, je l'ai amené à dire, mais vous avez tout intérêt à être authentique. Et puis, à la limite, si vraiment ça passe pas du tout, de toute façon, vous ferez vos coups en douce. Ça finira par vous retomber dessus, hein. À un moment donné, ça va finir par se savoir. Et en plus, vous n'êtes jamais aimé pour qui vous êtes. Et c'est votre plus cher désir. Au fond, c'est ça, d'être aimé inconditionnellement. Mais avec des coups comme ça, vous ne risquez pas d'être aimé inconditionnellement, hein, parce que vous ne vous montrez pas qui vous êtes. Donc il a fini par... un jour, il a retroussé ses manches. Je vais lui dire. Donc il attendait le bon moment, etc. pour lui dire. Bon, il a fini par lui parler. Et il était tout étonné que sa copine, elle n'en fasse pas un fromage. Même qu'elle lui a dit, écoute, finalement, c'est pas une mauvaise idée. Peut-être pas quand je serai enceinte là tout de suite, mais dans quelques années, on pourrait peut-être former un couple ouvert. Donc il était archi surpris de la réponse. Parce que pour lui, il a des coups d'avance, le planqué a des coups d'avance, il s'imagine que c'est juste pas possible. Il va se faire rejeter s'il est tel qu'il est, s'il se montre sous son vrai visage. Bon, moi j'ai passé ma vie là-dessus, je connais le profil, c'est le mien. Hein. Donc j'ai passé ma vie à revenir à l'authenticité. C'est pour ça que je suis authentique maintenant, mais j'ai eu un homme qui est venu me pêcher il y a 20 ans en arrière pour m'amener sans arrêt à dire, mais arrête de montrer ça, c'est faux. Tu n'es pas triste, tu es inquiète. Ou quand tu es inquiète, non, tu es triste. Mais je ne montrais jamais le vrai visage, en fait. Donc c'était tout en faux. Quand j'étais en colère, je faisais un sourire, enfin c'était tout en faux. Donc voilà, d'aller me chercher sur, mais en vérité, mets-toi en vérité, tu verras, ça ira beaucoup mieux. Bah les masques, voilà, ça c'est pour le planquer. Voilà. Voilà, une posture de victime fréquente parce qu'il en fait trop, il en fait, puis après il fatigue à en faire trop. Parce qu'il obéit à ce qu'on attend de lui. Donc pour lui, c'est relâcher la pression, oser dire ce qui ne va pas, tant pis si vous perdez le lien. Hein. Vaut mieux être soi que d'être en lien et d'être dans un lien conditionnel. Vous n'êtes pas l'unique responsable du bonheur des autres, parce que lui, il a l'impression que s'il fait pour l'autre, comme l'altruiste, ben, il a le pouvoir de rendre l'autre bien. Donc il ne faut pas le fâcher, il ne faut pas le mécontenter. Et renouer surtout avec la colère, lui aussi. Hein. Dire un vrai oui, dire un vrai non. Quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. Bah, dire ce qu'il pense, quoi. Voilà. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais arrêtez de passer comme ça, à travers les mailles, en disant n'importe quoi. Voilà, donc ici il y a du mensonge par omission, du mensonge par... Voilà, c'est souvent pas très vrai, ça se planque. C'est quoi la naissance ? À la naissance, la blessure au rejet. Il a eu le sentiment, à un moment donné, dans son fort intérieur, de ne pas avoir été aimé pour qui il était, qu'il était rejeté. Donc plus jamais, je ferai tout pour éviter d'être rejeté, je ferai ce qu'on attend de moi. Hein, mais je l'ai vraiment décrit dans le livre, il faut le lire parce que j'ai vraiment mis plein d'exemples de types de parents possibles et de configurations possibles qui amènent à ça. Il y a un côté assez narcissique aussi chez le planqué qui aime bien, comme moi d'ailleurs, être devant une caméra, à se montrer, pour être aimé, parce que lui il croit qu'il va être rejeté. Donc il faut montrer l'inverse, il faut briller de tous ses feux pour prouver qu'on est capable, quoi. Voilà. C'est fatigant, hein. Voilà, le clivé, le dernier profil, le profil du clivé, le clivé de l'amour. Oui, c'est narcissique aussi comme profil, le clivé. Et ici, on est dans
Le côté contrôlant aussi, hein. On est dans quelqu'un qui est au contrôle, mais là on est dans la maîtrise, on est dans faire parfait. C'est monsieur, madame parfaite. Donc parfait, mais partout, beaucoup sur l'image. L'apparence, l'image, le look. Donner une apparence de quelqu'un qui est structuré, qui sait où il va, qui a des objectifs et qui réussit. Hein. Donc il y a un côté beaucoup séducteur. Hein. Il adore séduire, il adore plaire, en maîtrisant. Tout est dans des cases, tout est bien rangé quelque part. Faut faire parfait. Il veut être beau et sans faiblesse. Mais c'est pas l'alpha. Hein. L'alpha, on est dans la prise de pouvoir. Ici, on est dans contrôler en étant parfait. En donnant une image de quelqu'un qui performe, mais qui réussit parfaitement. Donc il y a beaucoup de valeurs morales aussi chez le clivé. Hein. C'est un côté perfectionniste comme ça. Qui n'a pas forcément l'alpha. Hein. On peut le confondre avec l'alpha, mais c'est pas la même chose. Il n'est pas intéressé par le pouvoir, lui. Hein. Il est intéressé pour aller à ses objectifs droit, avec une morale. Il a le sens de la morale aussi. Il est moralisateur. Hein. Il va te dire tout de suite, il va te pointer ce qui ne va pas. Il est rigide. D'ailleurs, on l'appelle, c'est la structure rigide ici. Hein. Voilà. Donc c'est rigide. Donc c'est tendu dans le corps. Hein. C'est assez raide comme ça. Hein. À force de vouloir paraître parfait de tous les sens, hein, sans faiblesse. Et comme il a peur d'être rejeté, ben, il rejette en premier. Il s'arrange pour être le rejetant et pas le rejeté. Alors que le planqué, il est identifié au rejeté, lui il est identifié au rejetant. Il va être celui qui rejette d'abord, pas celui qui se fait rejeter. Il anticipe le rejet. Il se dit, oula, ça sent le moisi, là, on va me rejeter, donc je vais attaquer, je vais rejeter en premier. Hein, souvent, il casse en premier, il est à l'initiative de la rupture. Il va s'arranger pour dire, oui, mais elle fait faux, il fait pas ce qu'il faut, il n'est pas correct, hein, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Donc, il va culpabiliser l'autre, l'autre a des reproches, et donc il va finir par l'envoyer péter. Voilà. Ça, c'est plutôt sa manière de gérer, hein, en restant convaincu qu'il a raison. Et très souvent, on l'appelle le clivé parce que où vous êtes vu comme quelqu'un de tout bon ou tout mauvais. Donc, où vous êtes idéalisé, ou vous êtes acheté à la poubelle. Et pareil, hein, et c'est pour ça que dans la relation, c'est compliqué, parce qu'il maîtrise, et puis des fois, au départ, ils idéalisent l'autre, hein, et puis à un moment donné, il commence à reprocher plein de trucs, ça se désidéalise et vous passez dans le camp des tout mauvais, alors que vous étiez extraordinaire, mais il faut tenir la barre haute avec eux. Hein. Voilà, ça fait du sport, c'est très branché compétition aussi comme l'alpha, hein, très branché performance, compétition, beau, voilà, c'est monsieur et madame muscle, ça fait du fitness, ça donne un look quoi, hein, ça maîtrise quoi. Hein. Ta-ta. Voilà. Et ici, il y a une méfiance de si je donne tout, mais je donne tout, mon cœur, ma sensibilité, je vais me faire avoir, comme l'alpha. Hein. Donc je ne vais pas tout donner, je vais donner ou mon sexe ou mon cœur. C'est-à-dire où je vais donner ce qu'on appelle le profil romantique, je vais donner mon affection, ma sensibilité, enfin je vais donner mon cœur. Mais par contre, au niveau sexuel, ça peut devenir vite tiède dans la relation. Peut-être au début, ça peut être chaud, et puis après, ça va devenir froid au niveau sexuel. Mais ça va rester affectif. Voilà. Mais là, il va se couper de la sexualité et probablement avoir du désir ailleurs. Repartir avec une envie d'avoir une conquête ailleurs, pour être que dans le sexe d'un côté et le cœur dans l'autre. Donc ça va cliver comme ça, hein, ça compartimente. Il y a un endroit où je suis... où je peux avoir du sexe, mais là je ne peux pas mettre du cœur, et un endroit où je peux mettre du cœur, mais je ne peux pas mettre du sexe. Donc il y a un problème avec l'entièreté. Il y a un problème avec intégrer le cœur et le sexe en même temps avec une même personne. Ça clive, ça sépare. Voilà. C'est un peu compliqué, hein. Et pour lui aussi parce qu'il y a de la souffrance. Hein. Parce que du coup il ne peut pas confier à une même personne le fait d'être à la fois, par exemple, moi j'en ai eu un comme ça, vous ne pouvez pas me considérer à la fois comme son amante, son épouse, sa confidente, il fallait que je sois ou l'amante ou sa femme. Mais je ne pouvais pas être les deux, donc c'est compliqué. Donc il m'a jetée parce qu'il préférait que je sois dans le rôle de l'amante. Mais dès que je suis passée à la catégorie on va s'épouser, on va se marier, c'est pas possible. Voilà, il en a pris une autre qui était que sa femme, mais par contre il n'y avait pas de sexe.
Il faut faire du sexe ailleurs. Donc c'est compliqué parce qu'en fait il y a du clivage. Donc ça peut pas, ça a du mal à aimer tout en même temps, à tout donner. Ah, c'est fini. Oui, ben voilà. De toute façon, j'avais fini. Une question. Attends. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être normal? Quelle est la normalité? Quelle est la normalité? Et qu'est-ce qu'il faut être pour être bien? Alors, ouais, bonne question. Oui, je sais dans ton livre, mais en synthèse. Qu'est-ce qu'il faut être ou ne pas être? Et est-ce que et ensuite, c'est quoi la normalité? Comment est-ce qu'on est? Alors, donc la normalité n'existe pas. Il y a 0% de normalité. Ça c'est connu en pathologie, en psychopathologie, il y a 0%, ça n'existe pas. On est tous des névrosés, on a tous des traces de nos traumas, mais plus ou moins light. Donc quelqu'un qui va bien, c'est quelqu'un qui se reconnaît dans son profil et qui allège un peu son formatage. Et dans chaque profil, c'est possible, j'ai donné des pistes dans chaque profil, et d'alléger un peu, et de... Ah oui, j'ai donné les pistes. Ah bah, j'ai pas le temps. Voilà, il n'y a pas de danger à tout donner. Cessez de se vouloir parfait, c'est logique. Arrêtez d'anticiper que l'autre va vous rejeter. Croire qu'il n'est pas un vilain petit canard, parce qu'il y a aussi une configuration de pas se trouver à la hauteur. D'arrêter de contrôler, je peux être aimé comme je suis aussi. Ah. À quoi ça va être sur d'emploi? Ah ben j'ai pas le temps. Donc vous le verrez. Ah bah il peut y avoir des ressemblances, mais les marquages sont pas les mêmes. Et être normal, ça veut dire accueillir avec tendresse ses conditionnements, alléger ce qu'on peut alléger en faisant un travail sur soi, en aidant l'autre aussi à alléger son système. Et du coup, ça ira mieux, ça prend de l'amplitude, c'est-à-dire qu'on peut rester dans son système en prenant les bons côtés. Voilà, et de donner un peu plus d'amplitude à son profil. Voilà. Bon, je vais dédicacer le livre, parce que là, il faut qu'on clôt. Donc on va clore. Ah bah je peux pas, il faut que je termine. Si vous êtes intéressé, bah, vous pouvez acheter le bouquin. Il est à 17 €. 17. Voilà. Et puis, bah, merci à vous. Et puis sinon, bah, on peut se retrouver en bas si vous voulez.